Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire organisé par l'Union des Français de l'étranger en collaboration avec USA France Financials. Nous allons aborder aujourd'hui le thème comment optimiser sa fiscalité et ses investissements spécial France-États-Unis. Je suis aujourd'hui avec Olivier Sureau, partenaire du cabinet USA France Financials, mais également expert comptable et CPA. Et moi-même, Alexandre Quentin, également partenaire du cabinet USA France Financials. Et nous avons l'occasion de pouvoir aborder tous les aspects, à la fois financiers, également fiscaux, entre la France et les États-Unis, de pouvoir tirer avantage d'opportunités patrimoniales. Si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On se fera un plaisir de les aborder à la fin de notre présentation. Quelques mots sur USA France Financials. C'est une équipe maintenant de 21 personnes au sein du cabinet. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et nous permettons aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs pratiques financières. Ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de placement, d'optimisation patrimoniale et fiscale. Et tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors, je vais laisser dans un premier temps la parole à Olivier, qui va aborder notamment les implications fiscales internationales. Et je reviendrai dans un deuxième temps pour parler des solutions d'investissement patrimonial ici aux États-Unis, avant de pouvoir revenir et répondre à l'ensemble de vos questions. Très bon. Merci Alexandre. Donc bonjour à tous. Donc on va vous parler de fiscalité. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Vous verrez, on va modérer les questions et à la fin de la séance, à la fin de l'intervention d'Alexandre, nous répondrons à toutes vos questions et nous les publierons au fur et à mesure. Donc quand on parle de fiscalité, bien évidemment, il va falloir se référer tout d'abord à la notion de résidence fiscale. Attention, quand on souhaite connaître un petit peu la problématique de fiscalité, c'est qu'est-ce qu'on entend par résidence fiscale aux États-Unis? Une notion qui est importante de connaître. On a deux grandes cas de figure qu'il faut connaître quand on est résident fiscal aux États-Unis. Premier cas de figure, c'est si on est citoyen américain, titulaire du passeport américain, ou bien titulaire de la carte verte. Peu importe le nombre de jours que je passe sur le sol américain, si j'ai le passeport américain, je peux vivre 365 jours par an en dehors des États-Unis, je serai toujours considéré comme étant résident fiscal américain. Bien comprendre cette problématique-là, parce que souvent, on a tendance à l'oublier. Deuxième cas de figure, c'est un critère qui n'a rien à voir avec son statut de passeport ou rien à voir avec son statut d'immigration, c'est juste un statut de présence physique. Nous pouvons être considérés comme étant résidents fiscaux américains si l'on passe en moyenne 183 jours aux États-Unis. Et quand on parle de moyenne, on va regarder les 3 dernières années. C'est pas uniquement la dernière année. On va regarder le nombre d'années qu'on a passé au cours de l'année considérée. Donc, par exemple, on est en 2025. On va y rajouter un tiers du nombre de jours qu'on a passé au cours de l'année 2024, N-1, et un sixième du nombre de jours qu'on a passé au cours de l'année 2023, donc N-2. Si la somme de ces trois chiffres font 183 jours, je suis résident fiscal américain. Attention à cette notion-là, on a souvent tendance à la méconnaître. Donc, parfois, quand on vient passer un tout petit peu plus que 4 mois par an aux États-Unis, de par ce critère de présence physique, nous serons considérés comme étant résidents fiscaux américains. Alors, qu'est-ce que cela implique, résidence fiscale américain? Ça veut dire, si je suis résident fiscal, taxation sur les revenus mondiaux. J'insiste bien, tous les revenus que je vais dégager, peu importe d'où ils viennent, je devrais les déclarer aux États-Unis et m'acquitter d'un impôt aux États-Unis si je suis résident fiscal américain. Si je ne suis pas résident fiscal américain, je serai redevable de payer mes impôts sur certaines catégories, par exemple les revenus locatifs américains, si je revends un bien immobilier américain situé aux États-Unis, si je touche des salaires américains ou si je touche des dividendes américains, même en tant que non-résident, je serai redevable de payer un impôt aux États-Unis. Autre cas de figure également, si je ne suis pas résident fiscal français, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous habitez aux États-Unis, mais que vous percevez des revenus français, comme j'ai évoqué tout à l'heure, attention, nous sommes taxés sur nos revenus mondiaux, donc on doit déclarer ces revenus aux États-Unis, mais sur certaines catégories de revenus, je dois toujours payer un impôt en France, même si je suis non résident fiscal français. Exemple, les revenus locatifs en France. Si je perçois des revenus locatifs en France, je vais devoir m'acquitter à la fois de l'impôt sur le revenu des non-résidents en France et des prélèvements sociaux. On peut arriver à un taux d'imposition qui est de 47,2%. Idem, si je revends un bien immobilier situé en France, je serai redevable de payer mon impôt sur les plus-values des biens immobiliers. On en reparlera rapidement tout à l'heure. En revanche, dans le cadre de la convention fiscale,
tout ce que je vais dégager comme plus-value issue de portefeuille de placement financier seront taxables dans le cadre de la convention fiscale dans le pays de résidence fiscale, en l'occurrence aux États-Unis, et donc aucun impôt à payer du côté français. Ce sera une fiscalité uniquement américaine. On parlera également tout à l'heure des retraites rapidement et des assurances-vie. Sachez également que l'impôt sur la fortune immobilière, même si l'on est non-résident fiscaux français, si on conserve du patrimoine immobilier situé sur le territoire français, nous restons redevables de payer nos impôts sur les biens, bien évidemment, situés sur le territoire français. Petit aparté également, on va parler un Alors, pendant qu'on a perdu la connexion, on va attendre peut-être une petite minute. Et si non, je reprendrai ma partie d'abord en attendant Olivier. Ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis revenu. Exactement, désolé. Donc, quand on parle de, ça fait partie des petites aléas du direct, exactement. Merci Manuel. Donc, quand on parle de, bien évidemment, de résidence fiscale, il faut aussi connaître une notion quand on est titulaire du passeport américain de la carte verte, c'est la notion d'expatriate. Attention, si certains d'entre vous, vous avez un passeport américain ou une carte verte, vous pourriez faire l'objet d'une taxation au moment où vous rendez votre passeport ou votre carte verte. C'est ce qu'on appelle la notion de covered expatriate, qui s'applique notamment si l'on est titulaire d'un passeport américain ou d'une carte verte et que l'on détient cette carte verte depuis au moins 8 ans. Dans ce cas de figure, je peux me retrouver sur ce qu'on appelle une exit tax à payer. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais sachez qu'il faut bien évidemment connaître cette problématique qui peut se faire et qu'on a souvent tendance à, je dirais, à méconnaître du côté américain lorsqu'on est titulaire d'un passeport américain. On a une exit tax si un jour on souhaite rendre ce passeport américain. Si on ne rend pas, on n'en a pas, mais attention à cette notion-là. Quand on parle d'optimisation fiscale, il faut aussi se référer aux accords, aux conventions fiscales qui existent entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis. On a 3 conventions fiscales qui existent. On a l'impôt sur le revenu, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Une convention fiscale sur les successions et donations, qui est une convention qui est très optimale dans notre cas de figure. Et un accord de sécurité sociale qui, elle, va régir l'accord, notamment au niveau des cotisations retraite, pour savoir si je cotise dans un pays, je vais pouvoir créditer ces trimestres dans un autre pays. C'est ce qu'on appelle le Totalization Agreement dans ce cadre-là. Enfin, sachez également que nous avons un accord depuis quelques années qui concerne l'accord FATCA entre la France et les États-Unis et qui oblige les banques françaises à envoyer de façon automatique les données bancaires que possèdent les résidents fiscaux américains aux États-Unis. Si je suis résident fiscal américain, j'ai un compte en France. Attention, si ces comptes dépassent 50 000 $, il y aura un échange automatique de renseignements entre le gouvernement américain et le gouvernement français. Donc, il faudra bien s'assurer qu'on déclare bien ces comptes en banque du côté américain. Autre chose aussi, l'avantage de la convention fiscale, c'est celle de la convention de non-double imposition, la convention d'impôt sur le revenu. Celle-ci va nous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, je vous en parlerai dans le cas des retraites notamment, mais également éviter une double imposition. Si je paye un impôt d'un côté, je vais pouvoir créditer cet impôt de l'autre côté. Exemple, j'ai des revenus locatifs en France, je suis non-résident fiscal français, je suis résident fiscal américain, je l'ai évoqué tout à l'heure, en tant que résident fiscal américain, je dois déclarer mes revenus mondiaux aux États-Unis, je vais calculer mon impôt américain. De cet impôt américain, au niveau fédéral, je vais pouvoir déduire l'impôt que j'ai payé en France pour éviter cette fameuse non-double imposition. Si j'ai un petit delta à payer, bien évidemment, je le paierai aux États-Unis si l'impôt français n'est pas suffisant pour couvrir l'impôt américain. Et il y aura aussi également un avantage, j'en parlerai tout à l'heure, si on est titulaire du passeport américain lorsque l'on vit en France. Sachez également, dans le cadre de cette convention fiscale, on a un article assez intéressant de connaître, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est l'article 18 de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, qui est une vraie optimisation dans ce cadre-là, qui, elle, va dire la chose suivante. Je vais devoir payer mes impôts dans mon lieu de cotisation au niveau de mes retraites. Demain, je touche ma retraite, je suis résident fiscal américain, j'ai cotisé en France, je serai redevable de payer mon impôt en France uniquement et exclusivement. Ça veut dire que c'est un des rares cas où ce qu'on appelle la saving clause, le droit du fisc américain d'imposer ses résidents fiscaux sur leurs revenus mondiaux,
Ça ne s'appliquera pas dans le cas des retraites françaises grâce à la convention fiscale qu'il faut bien connaître. Enfin, un des points d'accroche qu'il faut bien connaître également, c'est l'assurance vie et le plan d'épargne d'entreprise. Attention, si certains d'entre vous avez des assurances vie françaises ou des plans d'épargne d'entreprise françaises, ce sont des produits financiers français à fiscalité avantageuse en France, sauf que si je suis aux États-Unis, résident fiscal américain, imposé sur mes revenus fonciers mondiaux, je vais devoir déclarer tous les revenus financiers dégagés par ces assurances vie, même s'ils sont réinvestis, par exemple l'Info Euro qui dégage des intérêts chaque année, même s'ils ne sont pas fiscalisés en France, c'est un avantage fiscal, je vais devoir payer un impôt sur ces revenus aux États-Unis. De la même façon pour les plans d'épargne d'entreprise, donc attention à bien déclarer ces revenus, mais également déclarer ses comptes financiers dans les formulaires financiers, notamment FBAR et FATCA, bien pensé de connaître cela. En termes d'immobilier également, sachez que si demain, certains d'entre vous, vous revendez des biens immobiliers situés sur le territoire français, on aura tout d'abord, comme j'évoquais tout à l'heure, une fiscalité française. Donc, nous allons avoir le droit aux abattements français. On a deux types d'abattements en France en règle générale. Quand on revend sa première résidence secondaire, on a le droit à un abattement de 150 000 € du côté français. Et par la suite également un abattement sur les durées de tension, sachant qu'après application de ces abattements, la fiscalité en France est quand même assez élevée. Elle est de 36,2 minimum. Ça peut aller jusqu'à 42,2 si la surtaxe s'applique. Mais attention, c'est une fiscalité qui s'applique après application des abattements. Donc, ça veut dire que nous, encore une fois, si nous sommes résidents fiscaux américains, ces mêmes plus-values, je vais devoir les déclarer aux États-Unis, sur ma déclaration fiscale fédérale, également dans l'État où j'habite. Sauf que je vais devoir recalculer selon les règles fiscales, bien évidemment, américaines. Si les abattements en France, ces abattements, je n'aurais pas le droit aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, je serais taxé sur ma plus-value totale, première chose. Deuxième chose, attention aux effets des taux de change également. Si justement, on le voit en ce moment, c'est plutôt des mois de change. On peut avoir un avantage fiscal dans ce cadre-là. Si on revend un bien immobilier situé en France et qu'on a acheté, par exemple, il y a 5 ans et que le taux de change il y a 5 ans était, par exemple, de 1,30, aujourd'hui, on n'est pas loin de 1 pour 1, même s'il a repris un petit peu, bah, potentiellement, ça peut nous faire diminuer de 30% la plus-value américaine aux États-Unis. Donc, ça peut être un avantage également, parfois, de se dire, tiens, du côté américain, du côté français, j'ai des abattements importants, j'ai une fiscalité réduite, mais du côté américain, en retraduisant cette plus-value avec les taux de change, ma fiscalité peut être aussi réduite. Donc, parfois, ça peut être aussi une fenêtre d'ouverture dans une période, entre guillemets, d'instabilité des taux de change et d'un euro qui est plus bas que c'était le cas au cours des années précédentes, de faire ce calcul, de voir un petit peu est-ce que ça vaut le coup ou pas de revendre ces biens immobiliers français. Aussi également, faites attention quand on a des prêts, lorsqu'on liquide des prêts attachés à des biens immobiliers en France, on peut générer des plus-values de change. Là, on se situe dans le chemin inverse. J'ai emprunté, il y a quelques années, j'ai pris un bien immobilier en France, j'ai emprunté 100 000 €. C'était 1,5, ça faisait 150 000 $. Aujourd'hui, je liquide ce prêt. Quand je liquide ce prêt, le taux de change est à 1 pour 1. Ça fait 100 000 $ pour le fisc américain. J'ai réalisé une plus-value de change de 50 000 $. Donc, attention également à l'inverse à ce genre de choses. Les formulaires à connaître. Connaissons bien les formulaires fiscaux, c'est ce qu'on appelle la compliance aux États-Unis. Avant de parler d'optimisation fiscale, il faut connaître les règles également pour bien les appliquer. Donc, on a des formulaires fiscaux à connaître, notamment les actifs financiers, les comptes en banque que l'on perçoit, que l'on a, dont on est titulaire en dehors des États-Unis. Il faut les déclarer sur les formulaires FATCA et les formulaires FBAR. Je vous ai évoqué tout à l'heure les accords d'échange automatiques entre la France et les États-Unis dans le cadre de l'accord FATCA. Si on ne déclare pas ses comptes financiers sur notre déclaration fiscale individuelle, le fisc américain, un jour ou l'autre, aura accès à ces informations-là et les pénalités peuvent être très, très importantes. Et ce sont des pénalités qui sont sur le montant qu'on a omis de déclarer. J'ai une assurance vie de 100 000 €, je pourrais avoir une pénalité de 50 000 €. C'est ce qui est quand même assez dommage. Autre chose également, si l'on perçoit des donations de sa famille située en France, donc de non-résidents fiscaux américains, dès lors que ces donations et successions dépassent 100 000 $, en tant que résident fiscal américain, nous devons les déclarer. Ce sera la même chose également si l'on possède des sociétés familiales, SCI, SARL en France. Il faudra les déposer sur les formulaires, ce qu'on appelle 5471 et 8865. On va retranscrire les états financiers en mode américain de ce côté-là. Et n'oubliez pas, donc, toute cette compliance-là, de la même façon, sur des SICAV, des fonds communs de placement, il faudra là aussi, bien évidemment, les déclarer sur le formulaire du PIFID 8620. Une fois qu'on parle de compliance, il faut aussi maintenant s'attacher à quelle est la vraie optimisation fiscale qu'on a aux États-Unis. On a vraiment des vrais outils fiscaux très intéressants qui existent aux États-Unis. Peu importe, j'insiste bien, peu importe la durée de votre résidence fiscale aux États-Unis, que ce soit pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans,
Essayez d'avoir une approche qui est la même au départ, c'est d'essayer de profiter de votre séjour, même s'il est temporaire, pour regarder les outils fiscaux et financiers dont vous avez à disposition. Alors, Alexandre, vous en parler plus en détail après. Premier effet de levier, ce sont les outils de plan de retraite. On a des vrais avantages fiscaux aux États-Unis au niveau des plans de retraite. Premier type d'avantage quand on est salarié, ce sont des 401k qui nous permettent de déduire jusqu'à 23 500 $ sur nos revenus. Donc, c'est une déduction fiscale, c'est ce qu'on appelle de la taxation sur des, c'est de l'optimisation sur des revenus différés. Donc, on n'est pas taxé aujourd'hui, on sera taxé dans le futur, sauf que sa tranche d'imposition sera peut-être pas la même dans le futur. On vivra peut-être dans un autre état. Et en plus de cela, votre employeur souvent abonde. C'est-à-dire pour chaque dollar que vous allez mettre, votre employeur va mettre $1 également. Et ce dollar n'est pas taxable également. Donc, c'est un vrai avantage fiscal. Imaginez même sur ces 2 ans, 3 ans, ce sera un outil que vous garderez toute votre vie, qui pourra grandir au fur et à mesure du temps, parce que ces outils sont placés dans les systèmes de marché financier. Et sur le long terme, cet argent va grandir. Donc, premier avantage fiscal quand on est salarié. Deuxième avantage qu'il pourrait y avoir, c'est que vous êtes plutôt indépendant. Ce sont des plans de retraite qui sont types ce qu'on appelle des SEP ou des solo 401k qui vont vous permettre de déduire jusqu'à 70 000 $ de vos bénéfices lorsque vous êtes entrepreneur. Là aussi, imaginez jusqu'à 70 000 $. J'ai un bénéfice important. Je peux mettre dans un plan de retraite. Cet argent va grandir. Encore une fois, la fiscalité est différée, mais cet argent va grandir dans le temps. Et si on va même plus loin, on a des plans de retraite qui sont encore plus élaborés aux États-Unis, qui vont aller au-delà des systèmes traditionnels de type 401k ou autres, qui sont ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans ou les Cash Benefit Plans, qui, eux, vont nous permettre de rajouter en plus des 401k jusqu'à l'équivalent de 280 000 $ par an dans un plan de retraite. Et là aussi, c'est une déduction fiscale. Encore une fois, cet argent va grandir dans le temps. Le jour où je prendrai ma retraite, je prendrai cet argent, ce sera taxé à ce moment-là, sauf que j'aurais fait un effet de levier en attendant. Et c'est un vrai avantage fiscal également. Un exemple, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous avez un profit aujourd'hui, un résultat dans le cadre d'une LSC que vous possédez de 500 000 $. Imaginons que vous ayez eu recours à ces fameux plans de retraite. Vous allez avoir une déduction fiscale de 349 000 $. Donc, à la fin, vous serez taxable uniquement sur 151 000 $ sur votre bénéfice. Donc, c'est un vrai avantage fiscal qu'il faut utiliser parce que c'est un effet de levier fiscal et financier dont il faut être titulaire. De la même façon, si aujourd'hui vous avez la possibilité, que vous travaillez ou pas, de cotiser aussi parfois sur un système d'IRA également. Donc, même le conjoint qui ne travaille pas a le droit de cotiser un IRA. Donc, vous avez soit un IRA traditionnel, qui est une déduction fiscale, où on peut aller jusqu'à 7 000 $, ou alors un Roth IRA. Alors, c'est l'inverse, un Roth IRA, système qu'on appelle le Roth aux États-Unis. J'ai pas de déduction fiscale aujourd'hui. Par contre, tous les revenus que je vais générer ne seront jamais taxables. Donc, aujourd'hui, je ne déduis pas les 7 000 $ que je mets dans ce plan de retraite, mais le jour où je vais retirer cet argent, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, si cet argent vaut 50 000 $, je n'aurai aucune taxation dessus parce que c'est ce qu'on appelle un système de Roth. Je rappelle, je vous évoquais tout à l'heure, pourquoi utiliser cet effet de levier, c'est que dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, je serai toujours taxable dans le lieu de cotisation. Donc, si demain je prends ma retraite en France, tous ces plans de retraite resteront fiscalisés, même si je suis non-résident, aux États-Unis. Donc, un vrai avantage fiscal dans le cadre de cette convention également. Et d'autre part, si je rentre vivre en France, et qu'imaginons aujourd'hui vous habitez dans un État comme New York ou la Californie, qui ont une fiscalité additionnelle du fédéral qui peut être entre 12 et 13 %, si demain, vous, au moment où vous retirez ces plans de retraite, vous êtes dans un autre État où vous habitez en France, vous n'aurez plus l'imposition d'État. Donc, rien qu'en faisant cet outil-là, vous aurez économisé l'impôt d'État grâce au recours de ces plans de retraite. Donc, bien le connaître. Autre avantage également qu'il faut utiliser aux États-Unis, c'est ayez recours au placement, ce qu'on appelle la fiscalité réduite ou différée, mais réduite si votre taux d'imposition est assez élevé. Souvent, quand on habite dans certains États, les salaires forcément sont plus élevés, donc notre tranche d'imposition sera plus élevée. Et là, c'est pareil, il va falloir étudier des outils financiers qui vont vous permettre soit d'avoir une fiscalité différée. Lorsque j'ai évoqué tout à l'heure, on a des plans de retraite, mais vous avez aussi ce qu'on appelle aux États-Unis des capital annuities. Je vais mettre de l'argent, un capital dans un plan d'annuité et tous les revenus accumulés dans ce plan d'annuité ne seront pas taxables tant que je ne retirerai pas ces plans d'annuité. Donc là aussi, j'ai optimisé ma fiscalité. Ou alors, autre possibilité, des municipal bonds qui, eux, vont faire l'objet d'une fiscalité complètement exonérée. Vous pouvez avoir des outils aussi comme des ETF qui vont vous permettre aussi des réinvestissements dans des outils, dans des fonds qui vont vous permettre de réinvestir des profits générés à l'intérieur de ces ETF. Enfin, une stratégie qui est souvent utilisée quand on a un patrimoine à des revenus assez élevés, c'est convertir au moment de sa retraite une partie des plans de retraite qu'on a accumulés
les convertir dans un système d'IRA, et après de faire ce qu'on appelle des mega backdoor IRA, de convertir des traditional IRA vers des Roth, pour nous permettre de nous dire, les marchés vont encore grandir, les marchés financiers vont grandir, je vais payer mon impôt maintenant sur mes retraites, et toute l'augmentation future ne sera plus jamais fiscalisée aux États-Unis. Et ça, vraiment, c'est un avantage également fiscal qui peut aussi être utilisé au moment où les marchés financiers sont plus bas. On peut aussi utiliser, se dire, les marchés baissent en ce moment, mais ils vont toujours regrimper. Autant faire des rollovers vers des Roth à ce moment-là pour avoir cet effet de levier également, qui est quand même un outil qui est assez intéressant. Enfin également, Alexandre va vous en parler, pensez à utiliser ce qu'on appelle les Tax Loss Harvesting Investment Account. Regardez les compagnies qui vous proposent, c'est un vrai outil fiscal également qui vous permet des réinvestissements et justement éviter d'avoir une imposition sur les plus-values grâce à cet effet de levier également dont Alexandre va vous parler après. Et enfin, sachez les 529 plans également. Si vous pensez rester sur le long terme, il y a aussi des plans d'éducation qui peuvent être intéressants dans ce cadre-là et ça peut être utile aussi de les utiliser, ce type de plan, parce que ça va être tout ce que vous allez mettre dedans. Les revenus accumulés, dès lors qu'ils vont servir à financer les études de vos enfants, ne feront pas l'objet d'une fiscalité aux États-Unis au moment des retraites. L'immobilier, c'est important, on parle de finance, mais l'immobilier, continuez aussi à investir dans l'immobilier. On a des fiscalités assez intéressantes aux États-Unis dans l'immobilier. Sur la résidence principale, on peut avoir une exonération jusqu'à 250 à 500 000 si on est marié sur la plus-value en cas de revente, mais également en tant qu'investissement. J'ai investi dans un bien immobilier, je peux amortir mon bien, première chose. J'ai des déductions fiscales qui vont être jusqu'à 20% de mes revenus, ce qu'on appelle les QBI. Et enfin, je peux réinvestir ces biens immobiliers dès lors que je veux racheter de l'immobilier derrière. C'est ce qu'on appelle des 1031. De la même façon, je vais faire du tax deferred. Je veux revendre un bien immobilier, mais je veux réinvestir dans un autre bien immobilier pour faire un effet de levier. À partir du moment où je réinvestis l'intégralité de cette vente dans un nouveau bien immobilier, je n'aurai pas de fiscalité, donc c'est du différé. Mais imaginons que je fais ça toute ma vie, au moment de mon décès, j'aurai une réévaluation de mes actifs à la valeur d'à ce moment-là du bien immobilier, et donc du coup, j'aurais jamais été fiscalisé sur l'immobilier aux États-Unis. Donc là, cet outil est un vrai outil assez intéressant, ce qu'on appelle les 1031, qui est un vrai outil qui est très intéressant du côté américain. On a parlé des Roth et des Education IRA. Utilisez également les HSA. Les HSA, c'est tout bête, mais c'est 4 300 $ de déduction par an, 8 550 si on est marié. Et ça, c'est des choses qu'on peut accumuler toute sa vie. C'est des rollovers qu'on a toute sa vie et on va les utiliser. C'est-à-dire que c'est pareil, ce sont des plans qui sont placés aussi au niveau financier. Tous les revenus accumulés, dès lors que je vais les utiliser pour payer des dépenses médicales, ne feront pas l'objet d'une taxation. Et après 65 ans, si j'ai accumulé des HSA, je pourrais à ce moment-là, si je me dis j'en ai beaucoup accumulé, je les ai pas utilisés, je pourrais les prendre. Je serais taxé bien évidemment sur les revenus accumulés parce que si je les prends pour faire autre chose que des dépenses médicales, mais j'aurais pas de pénalité à payer. Donc j'aurais quand même utilisé dans cet effet de levier, ce sera un vrai avantage fiscal parce que là aussi j'ai une déduction et en plus, quand je le retire, si je le retire pour des dépenses médicales, j'ai pas de taxation. Donc pensez bien à le faire. Si demain vous avez le passeport américain, également, si en cas de retour en jour en France, en tant qu'Américain, on a aussi un avantage fiscal dans le cadre de la convention fiscale. Si vous conservez des portefeuilles financiers de placement aux États-Unis, cela va nous permettre d'être fiscalisés uniquement aux États-Unis sur ces portefeuilles de placement financiers dans le cadre de la convention fiscale. Donc là, j'aurai une vraie optimisation en tant que citoyen américain vivant en France. Utilisez également des donations. Vous savez, on peut faire des donations et on peut avoir recours à des outils assez intéressantes, comme des Donor Advice Funds qui vous permettent également d'avoir votre propre, je dirais, instrument de donation. C'est quand même assez intéressant également. Enfin, pensez bien également à tout ce qui est… On a aussi des vrais avantages fiscaux également si demain vous êtes entrepreneur et propriétaire qui vont vous permettre, en cas de revente, d'être exonéré dans certains cas jusqu'à 50% sur votre plus-value. Notamment, c'est ce qu'on appelle la Section 1202 de l'administration fiscale américaine. Et je conclurai sur une chose, avant de passer la parole à Alexandre, sur la transmission. On n'y pense pas également, mais quand on est résident fiscal aux États-Unis, pensez à optimiser la transmission à vos enfants. Première chose, si vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis, donc là, domicilié, c'est avoir au moins une carte verte, on peut transmettre jusqu'à 13 290 000 $ de son patrimoine, free of tax, de son vivant, ou, je dirais même, à son décès. Et pour un couple, vous multipliez par 2, ça fait presque 28 millions. De là même si vous n'êtes pas résident domicilié fiscalement aux États-Unis, vous pouvez donner 19 000 $ chaque année à qui vous voulez. Donc, ça fait 38 000 $ par enfant.
Utilisez cet outil quand vous êtes aux États-Unis, puisque toute donation effectuée sera une donation irrévocable d'un point de vue français et américain. Donc, utilisez ces effets également. Pensez, je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'éducation future de vos enfants. Alexandre va vous en parler. On a parlé également des investissements immobiliers. Si vous souhaitez également en faire en France, pensez à incorporer, grâce au démembrement, vos enfants. Parce que ça, c'est un vrai avantage fiscal également qu'on va optimiser et qu'on aura, en cas de retour en France, on aura optimisé cette partie-là. Profitez également de l'effet de levier de l'assurance vie américaine. C'est un vrai avantage fiscal et Alexandre va vous en parler également, non seulement d'un point de vue d'imposition sur le revenu, puisqu'il fait l'objet d'aucune taxation. Je parlais tout à l'heure des avantages fiscaux, ça fait l'objet d'aucune taxation dans ce cadre-là, les assurances vie américaines, mais également on aura une assurance décès qui sera un effet de levier pour permettre d'augmenter mon patrimoine aux États-Unis et en France, mais également si demain je rentre en France et que je suis assujetti à l'impôt sur les successions en France, ce sera une protection supplémentaire puisqu'en cas de décès, mes héritiers vont toucher une assurance décès d'un point de vue français qui va permettre de payer éventuellement l'impôt en France. Donc, utilisez ces effets leviers. Alexandre va vous en parler. Et enfin, pensez à structurer votre patrimoine. Utilisez des trusts, oui ou non, tout dépend si vous rentrez. Mais si vous pensez plutôt rentrer en France, utilisez les family partnerships qui sont un réel outil que vous pouvez structurer et profiter de votre résidence fiscale quand vous êtes aux États-Unis. Donc, pensez bien à tous ces outils-là. Et Alexandre, maintenant, va vous parler vraiment de l'avantage également par rapport à ces outils, comment ils vont se traduire sur les marchés. Je te passe la parole, Alexandre. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que j'ai un écho ou pas? Olivier, tu m'entends bien? Ok, donc c'est bon. Parfait. C'est un plaisir de transitionner sur la partie donc des investissements, notamment. Alors, la première question qu'on peut se poser, pourquoi y a-t-il tant de volatilité en ce moment? Il se passe quand même pas mal de choses. Donc, vraiment, la raison majeure, c'est la nouvelle politique du gouvernement américain, une certaine rhétorique à questionner, probablement. Est-ce qu'il y a potentiellement des bonnes choses dans ces réformes-là? Très probablement, mais également des choses qui impactent les marchés et surtout cette incertitude. Il y a des choses qui sont annoncées, on n'est pas sûr que celles-ci vont être mises en place. Il y a des choses qui diffèrent d'une administration à l'autre. Donc, beaucoup de choses nouvelles qui surprennent les marchés. Et donc, il y a un réajustement qui est en train d'être réalisé en ce moment. Est-ce qu'on sait exactement jusqu'à combien va être ce réajustement? Personne n'a également la réponse. Gardez en tête que dans les années à venir, on pense que ce sera ce qu'on appelle TINA. There is no alternative to the US market. On pense que les États-Unis vont ressortir gagnants de ce trade financier, économique dans les années à venir. La question se pose à moyen long terme. À moyen long terme, quelles seront les implications, que ce soit d'un point de vue économique, politique, géopolitique, pandémique, de valeurs et ainsi de suite. Cela, on a plus d'incertitudes sur le moyen long terme, mais à court terme, on peut s'attendre à ce que les États-Unis rentrent gagnants de ce qui est en train d'être mis en place. Donc, on sera très orienté US dans une perspective de diversification internationale, mais en effet, on est en train de vivre un petit peu de liquidité, de volatilité en ce moment. Donc voilà, qui dit volatilité dit potentiellement opportunité de se positionner notamment. Essayons de répondre à cette question ensemble de manière concrète. Comment réduire le risque de son portefeuille d'investissement dans le cadre d'une stratégie globale? 4 solutions à envisager. Premièrement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, rationnelle, non émotionnelle. Plus facile à dire qu'à faire, et c'est une des raisons de travailler avec un conseiller financier qui nous permet d'avoir une approche rationnelle de ce qui se passe, notamment sur les marchés financiers, de réajuster le portefeuille stratégiquement parlant, c'est le point numéro 2, d'avoir une vision holistique et de s'assurer qu'à l'instant T, nous ayons l'allocation la plus adaptée à notre situation et cette diversification stratégique selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Le point numéro 3, c'est de créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Si vous pouvez faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse travailler plusieurs fois en même temps, qu'il ait plusieurs rôles en même temps, vous allez démultiplier votre stratégie patrimoniale sans potentiellement prendre plus de risques. Ce qui est intéressant. Et enfin, on va utiliser des instruments, des solutions patrimoniales qui sont ici, notamment aux États-Unis. Sachez également que l'ensemble des solutions que nous avons mis en avant fonctionnent d'un point de vue financier, fiscal, légal, international, qui a cette flexibilité, portabilité, évidemment, au sein de USA France. Notre valeur ajoutée, notamment, c'est d'avoir cette compréhension financière, fiscale, légale, internationale, et donc d'utiliser des solutions qui peuvent avoir beaucoup de sens pour nous aux États-Unis, que l'on reste ou que l'on reparte. Donc, on va regarder des solutions qui pourraient être attractives.
Commençons par cette stratégie d'investissement réfléchi. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, il y a des hauts, il y a des bas, et cela vient avec une certaine émotion. Quand les marchés sont au plus haut, nous sommes euphoriques. Quand les marchés baissent, nous commençons à potentiellement avoir une certaine panique et ainsi de suite, et peuvent avoir un impact sur notre prise de décision patrimoniale. Sachez qu'il y a encore 3 à 4 semaines, on était proche d'un all-time high au niveau des marchés de toute l'histoire. Et maintenant, 2-3 semaines plus tard, beaucoup de personnes sont déjà dans la peur, potentiellement même la panique, etc. Il s'agit de garder une vraie visibilité, une vraie vision de ce que l'on fait et de garder l'aspect émotionnel de côté et de prendre des décisions stratégiques. Si on regarde sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% par an. L'investisseur n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de prendre des décisions avisées, avérées, va nous rapprocher au mieux de ce que le marché a pour nous donner. Donc, premièrement, un des avantages, notamment de travailler avec un conseiller, c'est de pouvoir vous aider à être d'autant plus stratégique que possible. Le point numéro 2, c'est d'avoir une diversification stratégique. Nous recommandons généralement un minimum de 6 classes d'actifs pour être diversifié de manière optimale. Au sein de la classe d'actifs, d'avoir également une diversification qui nous permet de pouvoir naviguer les vagues potentielles des marchés, les hauts, les bas, mais également faire des ajustements nécessaires along the way. Il s'agit d'avoir à la fois des actifs défensifs, des actifs de croissance, également des instruments qui nous permettent de gérer la volatilité des marchés. Nous utilisons beaucoup avec notre clientèle ce qu'on appelle des structured notes, des instruments qui nous permettent d'être liés au marché financier, mais avec une protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse, et tout ça pour des frais de 0%. Ça ne coûte que 5 $ pour traîner la position. On va utiliser ce type d'instrument-là dans la gestion de la volatilité. Ce que l'on va perdre sur ce type d'instrument-là, c'est la liquidité sur une durée déterminée dès le départ, sur laquelle il s'agit d'être confortable. Imaginons qu'on positionne 10 000 $ sur un an. L'idée, c'est de ne pas sortir ces 10 000 $ durant l'année. Si on en est confortable avec cela, on aura très probablement plus d'avantages en termes de hausse, plus d'avantages en termes de baisse, puisqu'on a de la protection, et également la réduction des frais. Donc, on va utiliser notamment ces instruments-là en conjonction stratégique, d'avoir cette symbiose entre un portefeuille managé, liquide, diversifié et ces instruments-là qui vont nous permettre de réduire la volatilité drastiquement et de pouvoir être beaucoup plus confortable quand il y a des hauts et des bas. Surtout quand il y a des bas, on a ce niveau de protection. Quand il y a des hausses, on a des coefficients multiplicateurs qui nous permettent de pouvoir d'autant plus engranger du rendement sur la hausse des marchés. Donc, avoir une allocation, une diversification de différentes classes d'actifs est absolument fondamental pour être confortable dans la prise de risque sur le long terme. Le point numéro 3, on va rentrer dans les détails de ce que l'on appelle créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Faire en sorte que chaque dollar qu'on mette de côté puisse travailler plusieurs fois en même temps. Mais pour créer de la valeur patrimoniale, pour nous, il n'y a que 3 manières. 1, on économise pendant une très longue période de temps. Mais deuxièmement, en termes de solutions patrimoniales, premièrement, c'est ce que j'appelle ownership. On détient sa propre entreprise, ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou public. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. That's it. Donc, on a sur l'immobilier, on peut le détenir de manière primaire, c'est notre résidence principale, ou secondaire, ou d'investissement, ou à travers des fonds immobiliers. En France, nous avons notamment les SCPI. Aux États-Unis, nous avons les Real Estate Investment Trust, qui nous permet d'avoir la paire papier, mais d'avoir une diversification liée à l'immobilier. Donc, l'immobilier est important. En ce moment, aux États-Unis, c'est assez compliqué, en tout cas plus compliqué qu'il y a encore quelques années, de générer du rendement parce que les taux d'intérêt sont élevés, les valorisations sont plutôt élevées. Généralement, on préfère investir quand les valorisations sont basses, les taux d'intérêt sont bas. But it's all about location, évidemment. Et sur l'aspect financier, notamment, il y a 4 solutions qui nous paraissent être optimales à détenir, notamment en ce moment. Ce sont un managed account diversifié, on vient de le voir juste dans la slide d'avant. Dans cette diversification stratégique, cette liquidité. On va coupler cela avec des structured notes, mais également des classes d'actifs opportunistiques. En ce moment, par exemple, le private credit ou potentiellement même le private equity commencent à être des solutions intéressantes à envisager. Le private credit nous permet de surfer sur la vague des taux d'intérêt élevés. Ce sont des prêts à des entreprises qui sont généralement collatéralisés par les actifs, qui nous donnent un haut niveau de sécurité et des rendements attractifs. On parle de rendement net en ce moment autour des 9% en ce moment, donc un rendement plutôt agréable pour un risque plutôt limité. Et enfin, le private equity, on pense que the stars align, qu'il y a un facteur de timing assez intéressant en ce moment sur le private equity, de par la nouvelle administration, les nouvelles prises de décision qui affecteront potentiellement les multinationales, mais pas forcément les petites entreprises sur le marché domestique américain. Il y a eu une baisse des taux en fin d'année dernière qui bénéficie aux petites entreprises. Il faut savoir également que la 4e année où il y a un président qui est in office, il y a beaucoup d'argent
qui est dans l'expectative, en attente, mais que quand il y a un nouveau président qui est élu, qui est généralement républicain ou démocrate, peu importe, il y a beaucoup d'argent qui se remet au travail sur le marché privé et public. En ce moment, on pense qu'il y a un délai de par le manque de visibilité des investisseurs et des chefs d'entreprise en ce moment, de par la nouvelle administration, mais cela devrait se décanter et ces liquidités devraient revenir et affecter à la fois le marché privé et public. Donc on pense que le marché privé, le private equity, peut être intéressant de se repositionner, notamment après 2 à 3 années de morosité de ce côté-là. Donc voici pour nous une allocation stratégique au niveau des investissements. Mais l'idée, c'est de créer une efficacité patrimoniale et potentiellement faire en sorte que $1 que nous avons investi peut potentiellement travailler une deuxième fois dans un autre actif. Et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place. Donc l'idée, c'est de créer un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Donc quel type d'actif est-ce qu'on peut collatéraliser? Ça peut être par exemple un prêt de l'immobilier, ça peut être un business, ça peut être des actions, de l'épargne, de l'assurance vie permanente américaine ou même de l'or ou de l'art. On peut se collatéraliser l'instrument pour utiliser cet argent une deuxième fois. La plupart de ces classes d'actifs sont à risque et donc il y a un effet potentiel de château de cartes parce que si on a un premier actif qui perd, que le deuxième actif investi perd, on peut se retrouver potentiellement en difficulté. Nous avons identifié notamment un actif qui, lui, est garanti d'augmenter, sur lequel ça n'augmente pas le risque de la stratégie, et sur lequel on va pouvoir utiliser la liquidité de cet actif pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois. Ces instruments-là, c'est ce qu'on appelle du cash value life insurance de compagnies mutuelles d'assurance, qui sont des participating or life insurance de compagnies mutuelles d'assurance, qui nous permet d'avoir un capital qui est garanti d'augmenter à l'avenir et sur lequel on peut s'appuyer dessus pour faire d'autres investissements. Comme on ne prend pas de risque sur le sous-jacent, ça n'augmente pas le risque de la stratégie globale, mais on va pouvoir créer de la vélocité patrimoniale. Parlons-en. Cette cash value life insurance va avoir 12 attributs, 12 critères qui en fait le parfait actif sur lequel on va pouvoir se positionner pour créer de la vélocité patrimoniale. Alors, quelles sont les caractéristiques? C'est un instrument qui a à la fois une épargne et également une assurance décès, et qui sera payé lors du décès, et comme on décédera un jour, qu'on le veuille ou non, et à ce titre, on aura un montant qui sera donné à nos bénéficiaires, mais pendant notre vivant, on va pouvoir utiliser cette liquidité, on aura un contrôle sur cet argent, on a une croissance qui est garantie par contrat, il n'y a aucune année négative, on a accès d'autant plus également à des dividendes annuels qui sont eux non garantis, mais qui ont toujours existé depuis 1860, et on a l'espoir que cela continue à être le cas dans les 160 prochaines années également. On a les avantages fiscaux, dès qu'on dépose $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière, à la fois sur l'augmentation du contrat, l'utilisation des liquidités et le death benefit attaché, Olivier en a parlé. Des limites de contribution qui sont élevées, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Tous les rendements générés, on n'a pas besoin de le dire à l'IRS, qu'il n'y a pas de 1099 ou autre. Il y a la protection contre d'éventuels créditeurs et créanciers dans la majorité des États. On peut y rajouter des riders en cas d'invalidité ou de besoin de soins de dépendance, type EHPAD ou autre, on en aura très probablement besoin un jour. Et à ce titre, il s'agit de faire face à ces dépenses-là. On pourra accéder à l'assurance décès avant son décès pour faire face à ces dépenses-là. Mais pour moi, la chose la plus intéressante dans une perspective de construction patrimoniale, c'est le fait qu'on peut se collatéraliser l'instrument. Ce sont les 3 derniers points. C'est qu'on peut garder la valeur de cet instrument-là au sein du contrat et d'utiliser cela à tout moment pour n'importe quelle raison, jusqu'à 100% de l'épargne disponible, pour pouvoir faire d'autres investissements derrière. Et on a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt, puisqu'on est aucunement obligé de rembourser le capital. On peut continuer à juste payer les intérêts et lors du décès, le capital serait repayé par l'effet de levier de l'assurance décès et le reste sera défiscalisé à la génération future. Et donc, on peut utiliser cet instrument à la fois en phase d'accumulation, en phase de retraite et qui sera très utile également en phase successorale. Donc, si on ne faisait rien d'autre que de détenir cet instrument-là, qu'est-ce que l'on aurait? On aurait un taux de rendement qui est attractif. Ce n'est pas un rendement qu'on va dire dans un actif de croissance. Cet instrument-là s'inscrit dans un actif défensif qui nous permet de faire face à l'inflation. On ne générera pas du 40% de rendement là-dessus, ce n'est pas l'objectif, c'est d'avoir un rendement qui nous permet de faire face à l'inflation. Deuxièmement, c'est une croissance qui est ininterrompue et exponentielle à vie pour le reste de notre vie, pendant qu'on aura l'opportunité d'utiliser cet argent une deuxième fois. De manière graphique, à quoi ça ressemble? On a notre épargne qu'on positionne dans notre cash value life insurance, qui a une gestion passive par nature, parce qu'on aura des dividendes qui vont tomber année après année, que ça va continuer à grandir. C'est comme si vous avez un hamster dans sa roue qui va faire augmenter la taille de sa roue de manière exponentielle à vie, pendant qu'en parallèle, vous allez pouvoir nantir l'instrument et d'utiliser les liquidités jusqu'à 100% de l'épargne disponible pour pouvoir faire d'autres investissements derrière potentiellement, ou d'utiliser pour votre style de vie, de pouvoir faire un down payment sur un bien immobilier, parce que pour rappel, quand on achète un bien immobilier de manière optimale,
Si on pouvait ne pas faire un apport en cash, on le ferait, parce que si je fais un apport en cash et que je le bloque dans le bien immobilier, ce cash ne jouera qu'un seul et un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier, il ne ressortira que lors de la vente du bien. Si on a la possibilité de s'appuyer sur un actif qui, lui, continue à grandir et qu'on veut utiliser cet argent une deuxième fois pour faire cet apport immobilier grâce au nantissement réalisé, eh ben, on aura fait un prêt immobilier sur 80% du bien et également les 20% de l'apport ont été, utilisés à travers des lignes de crédit. Donc 100% du bien a été financé, 100% de l'argent de quelqu'un d'autre travaille pour nouer notre foyer, notre constitution patrimoniale. Et là, on crée un haut degré de vélocité patrimoniale. Chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler plusieurs rôles en même temps. Et donc, même si on est conservateur, on peut démultiplier les rendements derrière. Très bien. On va commencer à parler également d'instruments financiers. On va commencer par un capital annuity qui ressemble beaucoup à des structure notes. Les structure notes, on les utilise généralement dans les comptes qu'on appelle non-qualified, c'est-à-dire des comptes classiques, comptes d'investissement. Les capital annuity, on les mettrait par exemple dans vos comptes de retraite, tout ce qui est individual retirement account, Roth, IRA, etc. Et pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, je vais utiliser le whiteboard. Donc, par exemple, c'est un instrument sur lequel on va être à 100% sur le S&P 500. On peut choisir l'index, ça peut être un autre. Ça peut être le Nasdaq, ça peut être le World Index. On va utiliser le S&P 500. Ce sont des contrats sur 6 ans sur lesquels on peut s'arrêter, mais on peut également indéfiniment continuer à mettre en place. On va être donc à 100% sur le S&P, on va être 100% agressif et on va pouvoir se permettre de garder cette agressivité-là, quelle que soit notre tolérance au risque notamment, parce qu'on va avoir un niveau de protection sur lequel on va pouvoir choisir dès le départ. Ça peut être moins 10%, moins 15%, moins 20%, ou même 100% sécurisé si on le souhaite, si on est très conservateur. Si par exemple on prend l'exemple de moins 10%, on va pouvoir avoir un coefficient multiplicateur à la hausse, c'est-à-dire qu'on a un coefficient de participation qui est par exemple ici de 115%. Donc ça veut dire que si les marchés finissent en baisse et que au-dessus de 6 ans, le S&P est à moins 9%, on n'aurait rien perdu. S'il a perdu 11, on n'a perdu que 1. S'il a perdu 22, on a perdu 12. À l'inverse, si le marché finit en hausse, on a 115% de l'augmentation illimitée. Si le marché finit à 10, on est crédité 11,5. S'il finit à 100, on est crédité 115. S'il finit à 200, on est crédité 230 et ainsi de suite. Et tout ça pour des frais équivalents d'un mutual fund ou potentiellement, on a des solutions où on est confortable d'être à 0% de frais, mais on va juste dire qu'on est confortable d'avoir un coefficient multiplicateur à 105%. Si on est confortable de payer des frais, on peut avoir un booster en termes de coefficient multiplicateur. On est autour des 115 à 120% en ce moment de coefficient multiplicateur à la hausse si on est confortable de payer un frais équivalent, un frais équivalent au mutual fund. Mais sinon, avec du 0% de frais, on peut toujours avoir un coefficient multiplicateur mais qui serait un petit peu inférieur. Donc ce type d'instrument-là nous permet de garder une certaine agressivité, d'avoir de protection en cas de baisse, coefficient multiplicateur en cas de hausse et la réduction des frais. Voici pour les capital annuity qui a pour objectif d'augmenter la capitale que nous avons dans les comptes de retraite. Également, dans les comptes de retraite, on peut y mettre des fixed income annuity. Et une fixed income annuity, l'objectif de celui-ci, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir générer des revenus garantis pour le reste de notre vie. Alors, je vais essayer d'effacer l'écran et de montrer ce que c'est qu'un fixed income annuity. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez de l'argent également. Généralement, on utilise la plupart du temps les comptes de retraite, mais on peut également utiliser nos non-qualified money. On va déposer un montant, par exemple 100 000 $, que l'on va positionner au sein d'un FIA, un Fixed Income Annuity. Pour chaque année qu'on est confortable d'attendre, on va être crédité un certain rendement. Mais déjà, enfin en tout cas sur le calcul du montant sur lequel va être calculer le revenu garanti qu'on va pouvoir avoir sur le reste de notre vie, ces 100 000 $ vont tout de suite, immédiatement, être augmentés de 30% pour une valorisation de 130 000 $. Cette valorisation-là, ce n'est pas du cash que l'on peut sortir, c'est le montant sur lequel va être calculé le revenu garanti pour le reste de notre vie. En parallèle, ces 100 000 $ restent investis sur les marchés, et c'est de l'argent que si on veut arrêter le contrat, on peut toujours sortir cet argent-là. On garde cette liquidité, c'est aussi le montant d'assurance décès en cas de décès, c'est la valeur réelle du compte. Mais le calcul sur la base sur laquelle va être calculé les revenus garantis à vie, on va augmenter tout de suite de 30%, plus chaque année où on est confortable de déférer cela, on va nous augmenter de 8,5% compounded
Donc 8,5% sur la base des 130 000 $, plus 8,5% sur la base des 130 000 qui ont gagné 8,5 et ainsi de suite. On peut déférer cela pendant 10 ans. Et à un moment donné, par exemple, à 60 ans, 62, 65, 70, 73, à un moment donné, par exemple, 10 ans plus tard, on va avoir un revenu garanti pour le reste de notre vie qui serait par exemple de 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Donc, ça nous permet de pouvoir annihiler le risque en capital, puisqu'on va maintenant sécuriser ce capital, on n'est plus lié au marché, mais on va avoir des rendements équivalents de marché extrêmement intéressants, parce que là, ce sont des rendements également net de frais. 30% day one plus 8%, 8.5% compounded. Et puis après, in the back-end, on aurait à peu près entre 4,5% et 5% de revenus garantis à vie, sans aucun risque de marché. Et de pouvoir assurer la partie flooring, c'est-à-dire d'avoir des revenus garantis à vie qui vont s'ajouter aux revenus de sécurité sociale à la fois français et américains, et sur lesquels on va pouvoir compter pour le reste de notre vie. On va utiliser également ce type d'instrument-là stratégiquement pour pouvoir s'assurer des revenus conséquents et à vie et d'annihiler le risque en longévité. Parce que tant qu'on est en vie, on va toucher ce type de revenus et lors du décès, la valeur réelle du compte sera passée aux bénéficiaires. Donc voici pour ce type d'instrument-là, on va utiliser des instruments qui nous permettent de réduire considérablement le risque, la volatilité des marchés et dans lesquels plus on aura de sécurité financière, on a du cash à la banque. Généralement, on conseille 6 à 12 mois de dépenses, cash équivalent. On a des money market funds en ce moment qui génèrent encore du 4,35 de rendement garanti en ce moment. Et qui est 100% liquide. Donc, on aura ces 6 à 12 mois de dépenses de côté. On va rajouter cette assurance vie, notamment permanente américaine, qui est aussi garantie d'augmenter, dans lequel on a la solidité financière. Et maintenant, sur les actifs de croissance, si en plus, on a des instruments de type des structure notes, des capital annuity, des income annuity, qu'on va mettre en place potentiellement du private credit, qui reste de l'obligataire, qu'on va réduire considérablement le risque, ben maintenant, s'il nous reste un petit portefeuille sur les marchés financiers ou un peu de private equity, on va être d'autant plus confortable avec le risque que nous prenons de par la solidité financière que nous avons mis en place en parallèle dans le plan. Et s'il y a, et en effet, également des bas de marché, parce que ça arrive, on est en train de vivre quand même pas mal de volatilité à la baisse à l'heure où on se parle, et ben c'est l'opportunité, quand nous sommes prêts, avec ce gun chargé prêt à être dégainé, de tirer avantage ces opportunités d'investissement, puisque nous avons des liquidités non corrélées qui sont là, qui sont disponibles et sur lesquelles on va pouvoir saisir des opportunités de marché. Si on continue à avoir une petite baisse, que là on est un petit peu dans une correction, hein, mais si on commence à avoir un peu plus de baisse, ça commencera à être une opportunité et il s'agira de les saisir. Nous allons saisir cette opportunité de marché, de se positionner. C'est quand tout semble noir autour de nous que c'est le moment de se positionner, notamment de rajouter des liquidités fraîches, des liquidités non corrélées pour tirer avantage de ces opportunités de marché et d'avoir une vraie gestion active de ses finances et non pas être dans l'expectative de se tourner les pouces quand il y a des opportunités d'investissement. Eh bien justement, je suis allé un petit peu à jump un petit peu rapidement, mais c'est ça que je voulais présenter ici, c'est le fait de mettre en place une stratégie à 2 vitesses. Alors, je vais revenir sur le whiteboard. L'idée de mettre en place une stratégie à 2 vitesses, c'est d'avoir le bon montant, le bon ratio à tout moment entre les actifs défensifs et les actifs de croissance. Alors, j'ai juste effacé cette partie-là et on va en parler, parce que ça, c'est absolument fondamental. C'est même, on va dire, la base. Au-delà, alors la base de la planification patrimoniale, by the way, c'est d'être déjà assuré de manière optimale sur 3 risques importants pour la protection de sa patrimoine et de sa famille. C'est en cas de procès, en cas de décès et en cas de pépin de santé. Il faut déjà, ça c'est la base de la stratégie patrimoniale, c'est d'être sécurisé de ce côté-là. Puis après, c'est d'avoir la constitution stratégique de sa pyramide patrimoniale et cela avec des ratios qui sont liés à notre tolérance, capacité à prendre du risque. Alors, tout en bas de la pyramide, on va avoir nos liquidités pures, checking, saving, money market CDs, 6 à 12 mois de dépenses. On va rajouter l'assurance vie permanente, notamment la cash value life insurance qu'on vient de discuter. On reste dans les actifs défensifs. Sur les actifs de croissance, on l'a vu ensemble qu'il n'y a que 2 manières réelles de créer la valeur patrimoniale exponentielle. C'est ownership and real estate. On a l'immobilier ici. Mais on a également les actifs de croissance, donc tout ce qui est managed account, structured notes, private credit, private equity, toutes les solutions patrimoniales. Et comme on l'a vu ensemble, il n'y a pas de mur de Chine entre les deux. Parce que ces actifs de croissance vont avoir cette courbe-là sur le long terme. Mais gardez déjà en tête dans un premier temps que si vous êtes conservateur de nature ou vous soyez agressif, vous allez avoir plus ou moins de ratio entre les actifs défensifs et de croissance. Si vous êtes dit agressif, c'est-à-dire vous êtes confortable avec le risque, vous allez avoir 20 à 25% en actifs défensifs
et entre 75 et 80% en actifs de croissance. Il faut quand même avoir ce gun chargé prêt à dégainer, parce que quand il y a des opportunités de marché ici, on va pouvoir avoir ce gun chargé prêt à les saisir. Si on est plutôt conservateur de nature, on aura entre 50 et 65% en actifs de croissance et entre 35 et 50% en actifs défensifs. Mais gardez toujours ce ratio de 6 à 12 mois de dépenses dans la liquidité pure. Et pour que l'argent puisse travailler pour nous et notre foyer et notre futur, on constitue cette manne de liquidité au sein de cet instrument-là. Et ce sont des disponibilités que l'on va avoir, notamment sur lesquelles on va pouvoir saisir des opportunités de marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit agressif ou conservateur de nature sur le long terme, si nous avons une stratégie proactive sur les marchés, nous allons normalement nous retrouver quasiment au même endroit. Parce qu'il s'agit d'avoir une stratégie active, proactive dans notre stratégie patrimoniale, à la fois sur les actifs défensifs et de croissance, et de pouvoir rentrer à des moments opportuns quand on a l'opportunité. Et on n'a pas besoin d'être un génie pour savoir quand on est dans un crash financier. Il y a assez de news pour le savoir. Oui, ok, nous avons une baisse de marché drastique. Et maintenant, il s'agira d'être proactif. On suit une multitude d'indicateurs, on suit une vingtaine d'indicateurs. On se focalise sur 7 indicateurs quand on est en forte volatilité à la baisse pour nous donner l'impulsion de se repositionner à l'achat et de tirer avantage de ces opportunités-là. Il s'agit de pouvoir tirer avantage pour pouvoir avoir plus de rendement, moins de risques sur le long terme et d'avoir une vraie gestion active de ses finances. Je pense que, Olivier, je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Potentiellement. Ou bien, si tu veux, on peut conclure sur cette dernière slide ensemble un petit peu, puisqu'il y a la réduction de l'impact fiscal, qui est d'un point de vue financier. Donc, en effet, tu l'avais mentionné, le premier point ici, c'est d'utiliser des comptes qui sont liés aux investissements, mais qui ont des avantages fiscaux, que ce soit lié à la retraite, qui soient liés à la santé ou qui soient liés à l'éducation. Hein, on va dire le compte qui est le plus intéressant fiscalement, c'est le HSA aux États-Unis, sur lequel qui va être lié aux dépenses de santé. Donc, il faut savoir que dès qu'on dépose $1 dedans dans un HSA, un Health Saving Account, on récupère une déduction fiscale l'année dans laquelle on a déposé l'argent. On va avoir un déferrement fiscal et le jour où on sortira l'argent, si on peut justifier de dépenses de santé, on va pouvoir sortir l'argent de manière défiscalisée également. Donc, c'est le triptyque fiscal, le Graal fiscal, où il n'y a pas eu de fiscalité là-dessus. Gardez en tête que vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent la même année que vous ayez vos dépenses de santé. Gardez vos reçus et 10 ans plus tard, vous pouvez sortir l'argent et justifier des reçus d'il y a 10 ans pour justifier la sortie tax-free de cet argent-là. Donc, il y a à la fois des IRA, Roth IRA et autres que l'on peut utiliser pour avoir certains avantages fiscaux. On peut utiliser des instruments financiers tels que des obligations municipales. Les obligations, c'est la dette à des municipalités, que ce soit des États, des villes, des comtés, sur lesquels, si vous vivez dans le même État, vous allez avoir une exonération fiscale à la fois au niveau étatique, mais également au niveau fédéral. Et puis, on a vu que les assurances vie permanentes, dès que vous déposez $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière, comme les Roth IRA, ou par exemple, quand on fait par exemple du after-tax 401k contribution et qu'on le rollover à terme dans un Roth IRA, il y a des solutions potentiellement pour pouvoir réduire l'impact fiscal en termes des solutions et des instruments. Optimiser le positionnement de ces actifs au sein des comptes. Donc, imaginons par exemple, parce que le private credit va générer une distribution mensuelle. Donc, à la fin de l'année, quand on a la distribution mensuelle, on va avoir un impôt sur le revenu. Et à ce titre, ce n'est pas la fiscalité la plus sexy. Si on a la possibilité de les positionner dans un compte de retraite, où on continue à avoir un déferrement fiscal, imaginons que ce soit un Roth IRA, les rendements par exemple de 9%, qui seraient fiscalisables si c'est dans un compte classique, seraient eux maintenant défiscalisés. Et donc, à ce titre, il s'agirait de savoir, selon la stratégie globale que l'on souhaite mettre en place, de step back dans un premier temps, de regarder où on en est et de choisir certaines classes d'actifs qui, dans un compte classique, ne seraient pas forcément super intéressants, mais qu'on va pouvoir positionner dans des actifs, dans des instruments qui nous permettent d'avoir la fiscalité la plus intéressante. Donc, ce n'est pas juste regarder son horizon d'investissement pour choisir l'instrument. Par exemple, on se dit on a un 401k, on a un horizon d'investissement élevé, et dans ce cas-là, on a plus equity. Et on aura peut-être plus d'obligataires dans d'autres solutions, ce n'est pas inintéressant de mettre l'obligataire dans l'aspect du déferlement fiscal pour pouvoir réduire l'impact fiscal stratégique. Donc, toujours intéressant de step back avant l'implémentation de la stratégie pour avoir cette revue stratégique fiscale. Et enfin, on bénéficie de nos jours, au sein des comptes d'investissement, de l'intelligence artificielle, qui est très importante de manière préhistorique. On va dire, un conseil financier en fin d'année va regarder, est-ce qu'on a des plus-values réalisées? Est-ce que j'ai des moins-values latentes? Réalisons les moins-values latentes pour offsetter l'impact fiscal.
Et ben de nos jours, on a des stratégies qui sont proactives, qui sont automatisées grâce à l'intelligence artificielle. Et par exemple, imaginons qu'il y a des journées négatives au niveau des marchés, comme on est en train de les vivre en ce moment. L'intelligence artificielle va proactivement vendre certaines positions pour réaliser de la moins-value à court terme et qui, à terme, lors d'autres rebalancements, viendrait offsetter des plus-values. Sur le long terme, depuis l'existence de ce type d'instrument-là, c'est quasiment 1% de rendement par an qui est récupéré, qui serait perdu en impôts, alors qu'on a exactement le même portefeuille, qu'on regarde un avec l'intelligence artificielle et l'autre pas. On aurait le même type de portefeuille, mais quand on a une gestion proactive de l'impact fiscal, il y a 1% qui serait recapturé. On a juste fait une revue clientèle la semaine dernière et c'était 1,57% qui a été économisé en impact fiscal. Donc, c'est beaucoup d'argent sur le long terme et une gestion active de l'impact fiscal est très, très, très importante. Et voilà, les solutions. Je pense que je vais conclure là-dessus aujourd'hui. On va passer donc aux questions. Olivier, tu as déjà pu… Ouais, il y a beaucoup de questions. Hein, donc, je vais essayer pour certaines, pour ma part, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Hein. Première question de Bernard. En cas d'assurance vie en France, qui fait partie d'une succession, que se passe-t-il pour un résident fiscal américain? Alors, bien évidemment, si la personne est bénéficiaire de cette assurance vie, c'est pas le propriétaire de l'assurance vie, en fait, il faudra l'inclure dans ce qu'on appelle le fameux formulaire 3520, puisque c'est une somme d'argent que vous avez touchée dans le cadre d'une succession, même si c'est hors succession en France. Donc, il faudra le déclarer dans le formulaire 3520 si cette somme dépasse 100 000 $, comme j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est pour cette partie-là. Autre question de Théophane. Quelle est la fiscalité applicable aux donations entre parents et enfants lorsque l'enfant réside aux États-Unis? Donc là, c'est le même principe. Hein. La fiscalité des donations succession est du ressort du pays de la personne qui donne ou qui décède, sauf s'il y a de l'immobilier dans l'autre pays. Donc, dans votre cas à vous, si vous êtes en France, vos enfants sont aux États-Unis, les donations et successions que vous effectuez à vos enfants résidents fiscaux américains, la succession et donation sera taxable en France, hein, comme vous l'avez évoqué, assujetti aux abattements français. Et donc, aux États-Unis, l'obligation qu'il faudra faire pour le bénéficiaire, ce sera de faire ce fameux, encore une fois, formulaire 3520, dès lors que la donation en succession dépasse 100 000 $ au cours de l'année. Donc, les procédures de donation d'un résident US à un Français en France, c'est les procédures classiques que vous faites en droit français. Donc, c'est du droit français. Donc, il y a peu importe que votre enfant soit bénéficiaire américain, ce sera la fiscalité française qui sera applicable, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, il faudra respecter, en fait, c'est dans le sens inverse, excusez-moi, c'est un résident US qui donne un résident français, donc c'est l'inverse. Donc, résident US dans le cadre de la Convention, si vous êtes résident américain ou vos enfants sont en France, la fiscalité, dès lors que c'est du patrimoine hors immobilier français, la fiscalité sera fiscalité américaine, donc abattement américain, donc pas de fiscalité. Du côté français, vous aurez une obligation de déclaration. Donc, votre enfant, en tant que bénéficiaire résident fiscal français, devra déclarer cette donation, mais il fera appel à la convention fiscale qui dit la chose suivante: fiscalité exclusive dans le pays de résidence de la personne qui donne ou qui décède, donc aux États-Unis. Quand bien même, en droit interne, c'est différent, c'est la convention fiscale qui s'applique. Alors, peut-être question pour toi, Alexandre. Est-ce qu'on peut souscrire un prêt immobilier en France lorsqu'on est résident fiscal américain? La réponse est oui. Sachez que on est un petit peu vu en tant que résident fiscal américain comme un petit peu les chats noirs du côté français à cause de FATCA. Et donc, beaucoup de banques sont très frileuses à nous prêter de l'argent. Cela étant dit, il y a des solutions. Et nous travaillons notamment avec des partenaires qui sont, eux, des mortgage brokers du côté français, des courtiers en prêt immobilier qui, eux, ont des solutions pour nous, Français des États-Unis, et c'est totalement faisable. Et comme les taux d'intérêt sont assez bas encore en France, il est généralement, alors chaque situation est unique évidemment, légèrement recommandé en effet de pouvoir lever de l'argent du côté français, d'utiliser même des solutions du côté américain pour faire cet apport, parce que rappelez-vous, généralement de manière optimale, on ne fait jamais un apport en cash, et on a la possibilité également de se leverager du côté américain pour l'apport, et de pouvoir faire ce prêt immobilier du côté français. C'est totalement faisable. Si vous souhaitez explorer ces options, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous mettre en contact avec ces acteurs. Merci Alexandre. Autre question de Vic. Si l'on n'a pas d'avoir en France, que l'on travaille aux États-Unis et que tous nos comptes bancaires sont en France, doit-on déclarer nos revenus américains en France? La réponse est non. Si vous êtes résident fiscaux américain, vous n'êtes pas résident fiscaux français, il n'y a pas de besoin de déclaration des comptes en banque ou autre. Vous n'êtes pas redevable de ce genre d'obligation.
Quelles sont les conséquences fiscales, question de Sonia, quelles sont les conséquences fiscales pour les résidents français qui deviennent bénéficiaires d'un IRA? Ça, c'est une très bonne question et Alexandre en a parlé également dans le cadre de la stratégie financière. Sachez que dans le cadre d'un plan de retraite traditionnel aux États-Unis, donc là, on ne parle pas du Roth, on parle d'un plan de retraite traditionnel, dès lors que vous héritez de ce type de plan de retraite, bien évidemment, la fiscalité a lieu dans le pays de la personne qui décède, sauf qu'aux États-Unis, on a un abattement de 13 990 000 $ sur les successions et donations. En revanche, vous transférez la fiscalité d'impôt sur le revenu aux bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes un parent et que vous transférez, le jour où vous n'êtes plus là, vos enfants héritent d'un plan de retraite classique, hors Roth, parce que Roth c'est autre chose, hein, on n'a pas de fiscalité lorsqu'on est titulaire d'un Roth. Si vous êtes bénéficiaire d'un plan de retraite traditionnel, que vous héritez de vos parents, déjà, vous avez 10 ans pour prendre ce plan de retraite, et 2, vous devez payer l'impôt dès le premier dollar de la même façon que de la personne dont vous en avez hérité. Donc, si vous héritez d'un IRA d'un parent qui est décédé, la fiscalité que le parent devait payer au moment de sa distribution, vous allez devoir la supporter. Donc, très important, je suis sûr qu'Alexandre, tu voudras compléter quelque chose, très important dans la stratégie globale financière, et Alexandre l'a évoqué, de tenir compte de ces plans de retraite qui peuvent avoir une fiscalité, un impact fiscal lorsqu'on les transmet à ses héritiers. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Alexandre, là-dessus? Absolument, quelques points là-dessus importants. D'un point de vue successoral, l'argent qui est lié à des comptes de retraite de type 401k, IRA est pour nous considéré ce qu'on appelle un bad dollar. Un good dollar serait un instrument sur lequel il va rentrer ou avoir une fiscalité positive, notamment les contrats d'assurance vie, où vous avez à la fois une épargne et une assurance d'essai avec effet de levier qui n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, le désavantage de soumettre de l'argent qui est au sein d'un IRA à un héritier, alors si c'est époux-épouse, il n'y a pas de problème, ça continue dans le même cadre, mais maintenant, si on passe cela à la génération future, par exemple, les bénéficiaires ont 10 ans pour sortir l'argent. Or, imaginons que les bénéficiaires sont dans leur quarantaine, cinquantaine et qui sont au pic de leur carrière et qui doivent maintenant rajouter, sont obligés de sortir sur les 10 ans l'argent et ça rajoute des revenus, des impôts sur le revenu pour eux, vous n'aurez pas gagné votre pari de déferrement fiscal. Parce que l'objectif initial de mettre de l'argent dans un 401k en IRA, en plus de récupérer l'hommage de l'employeur, qui est une des priorités patrimoniales, mais au-delà, c'est de pouvoir potentiellement avoir déféré de l'argent à une imposition plutôt élevée et de sortir à une imposition plus basse. Or, si c'est inhérité, il y a un héritage qui est réalisé et que les enfants doivent sortir au plus haut de leur carrière, ce n'est pas l'objectif. Donc, en fait, il faut trouver le bon juste milieu stratégique pour sortir de l'argent chaque année de ces contrats, de ces comptes de retraite. Parce que si on sort tout d'un coup, encore une fois, on aura perdu le déferrement fiscal. Imaginez que vous avez $1 million dans votre IRA ou 401k et vous sortez tout d'un coup. Si vous sortez avant 59 ans et demi, vous avez 10% de pénalité. Si vous attendez 59 ans et demi, vous n'aurez pas la pénalité. Mais quoi qu'il arrive, on a de l'impôt sur le revenu sur chaque dollar qui sort. Si vous sortez $1 million d'un coup, vous aurez retrouvé dans le tax bracket le plus important. Vous n'aurez pas gagné votre pari de déferlement fiscal. Donc l'idée, ce sera de rester dans les tax brackets plus bas et de sortir qu'un tout petit peu d'argent chaque année. Et avec l'idée quand même de maximiser ce qui sortirait de cela pour potentiellement même avoir une valorisation à 0 de la valeur de ce compte. Ça veut dire que vous aurez maximisé votre style de vie durant votre vivant, pendant que vous allez laisser de l'argent derrière vous avec un bad dollar qui sera tombé à 0, mais qui potentiellement, dans la stratégie patrimoniale, vous avez eu l'opportunité de mettre en place des dollars qui seront des good dollars derrière. Donc l'objectif généralement de ce compte de retraite, c'est de maximiser les revenus pour vous en tant que couple, directement, pas sortir trop d'un coup, sortir quand même un bon montant pour pouvoir épuiser au maximum ce compte. Et c'est pour cela que généralement, tout est à travailler de manière individuelle, encore une fois, mais qu'on positionne ces contrats d'annuité qui nous permettent d'annihiler le risque en longévité, parce que même si la valeur du compte tombe à 0, on continue à toucher le revenu à vie. Et deuxièmement, c'est quand même sur des taux qu'on n'a jamais vus dans le passé, parce que les taux d'intérêt étant élevés en ce moment, des taux de revenus qui sont garantis à vie, quand même assez bons, pour qu'on n'ait pas trop à sortir d'un coup, mais pas trop bas non plus, et de pouvoir garantir cela pour le reste de notre vie. Et donc, d'un point de vue successoral, mais aussi de la planification financière, on va travailler sur la gestion des implications fiscales. J'ai vu aussi qu'il y a une question, Olivier, sur les implications fiscales de sortir l'argent d'un 401k si on est à l'étranger. Prenons le cas de la France, et la question était sur l'Uruguay. Je te laisse quand même répondre à la question. Oui, alors dans ce cas après, il va falloir regarder la convention fiscale entre la France et l'Uruguay, si on a une déjà. Hein, je suis désolé, j'en ai pas
Je ne connais pas toutes les conventions fiscales, mais de façon générale, hein, vous êtes taxé dans le lieu de cotisation. Donc, ça veut dire que le 401k, dès lors que vous retirerez le 401k, vous serez taxable au fur et à mesure dans le lieu de cotisation. Donc, en l'occurrence, aux États-Unis. Sachez également que si vous retirez avant vos 59 ans et demi, hein, vous êtes assujetti à une pénalité de 10% sur ces cotisations, sur ces 401k que vous allez retirer. Donc, en règle générale, taxation dans le lieu de cotisation, sauf convention fiscale. Donc, en l'occurrence, entre la France et les États-Unis, ça match, hein, c'est taxable dans le lieu de cotisation. Donc, pas de fiscalité en France, si ce n'est un petit frottement fiscal parce qu'il faut inclure ces revenus de 401k dans le calcul de votre taux d'imposition sur vos autres revenus taxables. Mais dans les autres cas de figure, il n'y aura pas de taxation en France, ça sera taxable uniquement aux États-Unis. On a pas mal de questions, Alexandre. J'essaie d'aller vite sur certaines questions. On aura aussi pour toi. J'ai un revenu loué en France auquel j'ai payé des revenus et des taxes foncières. Donc, en fait, dans ce cadre-là, votre question pour Annick, hein, tout ce que vous payez comme taxes foncières, c'est une charge déductible de vos revenus. Tout ce qui est impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs, ce sera un impôt qui sera crédité de votre impôt américain. Hein, donc, pour éviter la double imposition. Sachez, en revanche, que si vous êtes dans un État les États, vous ne pourrez pas redéduire l'impôt une deuxième fois français. Donc, dans ce cadre-là, au niveau de l'État, vous serez taxé des premiers dollars hein, si vous habitez, par exemple, dans un État comme New York ou Californie. Au sujet du 401k, on vient de répondre à la question. Doit-on déclarer à l'IRS le rachat d'un contrat épargne assurance vie sur un fonds euro? Ça, c'est une très bonne question. Alors, surtout si on a déclaré les intérêts. Vous avez raison. Chaque année, vous avez déclaré les intérêts, donc vous êtes à jour. En revanche, il y a un impact qu'il ne faut pas oublier. Quand on retire un actif financier, c'est l'impact des taux de change. Donc, il va falloir, je sais que ça paraît un peu aberrant, mais dans la mesure où on est résident fiscaux américain, nous sommes redevables de convertir à chaque fois qu'on a un mouvement d'un actif financier, nous sommes censés les convertir au taux historique au niveau des taux de change. Donc, il va falloir retracer les taux de change. Donc, quand vous avez contribué à cette assurance vie en France, à combien étaient les taux de change? Quand vous avez rajouté les intérêts qui étaient le taux de change, on va faire cette somme, ça nous fera notre base en dollars et on va le convertir comparé au montant au moment où vous avez racheté l'assurance vie, converti au taux de change au moment du rachat. Donc, on peut générer une plus-value ou une moins-value de change. Donc, attention à cette opération-là, parce qu'on a souvent tendance à méconnaître. Donc, c'est une très bonne question. Merci pour cette question. Est-il avantageux de structurer l'achat de notre résidence principale en France au travers d'un living trust? La réponse est non. Évitez les trusts, parce que les trusts ne sont pas reconnus en France. Donc, il n'y a aucun intérêt fiscal à loger dans un trust des actifs français. Utilisez plutôt des outils comme des SCI ou démembrez vos propriétés, mais ça, ce sera plus avantageux dans ce cadre-là. Conséquences fiscales en cas d'héritage d'un citoyen US vers un citoyen en France, j'évoquais tout à l'heure, taxation dans le pays de résidence, donc taxation aux États-Unis, quand bien même il y aurait une exonération, taxation aux États-Unis, en France, obligation de déclaration en tant que bénéficiaire, mais pas d'imposition dès lors qu'on n'a pas d'immobilier situé sur le territoire français. Question pour toi. Peut-on investir dans des actions européennes dans un PEA et éviter la double imposition sur les dividendes et les plus-values? Alors, c'est plus pour moi. Non, en fait, hein, il faut éviter, c'est pas une double imposition que vous allez avoir, déjà, un PEA est un plan d'épargne qui est un outil défiscalisé en France. Donc, il est hors champ d'application de la fiscalité française. Mais pour les fiscs américains, c'est comme un brokerage account. Donc, toutes les opérations réalisées à l'intérieur de ce portefeuille-là feront l'objet d'une fiscalité américaine, peu importe que ce soit des actions euros ou pas. À partir du moment où vous êtes résident fiscaux américains, il faudra déclarer ses plus-values. Peut-on effectuer des donations à des résidents français lorsqu'on est citoyen US? Bien évidemment, oui, aucun problème. Comme j'ai évoqué, c'est déclaré aux États-Unis dès lors que ce sont des liquidités ou hors immobilier français. Juste obligation de déclaration en France, mais pas de fiscalité en France. Aux États-Unis, depuis plus de 30 ans, nous prévoyons de maisons en France. Les seules sources de revenus que nous allons avoir, ce sont des plans de retraite, Social Security Array 401k. Comme on l'a évoqué, dans votre cas à vous, ce sera taxé uniquement dans votre pays de cotisation, les États-Unis. En France, il faudra redéclarer ces sommes, mais vous aurez un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt français. Donc, aucune fiscalité du côté français. Si vous avez en revanche des revenus français qui restent taxables, tranche d'imposition de ces revenus peut être un petit peu plus supérieure, mais s'il n'y a aucun revenu français, dans votre cas, il n'y aura pas de fiscalité en France. Comment déclarer aux États-Unis son assurance vie en France? Comme j'ai évoqué tout à l'heure, il va falloir déclarer à la fois les revenus générés dans ces assurances vie chaque année, que ce soit 100 euros ou si vous bougez des plans. Et enfin, vous allez devoir déclarer dans le cas du formulaire FATCA 8938 et dans le cas du formulaire FBAR ces assurances vie en termes de compliance. Faites-le, parce que si vous ne le faites pas, fiscalité, pénalité à ses conséquences.
Nous avons une résidence secondaire en France et en location, nous sommes résidents US avec un passeport aux États-Unis. Si nous vendons cette propriété et ramenons l'argent aux US, notre notaire dit qu'il n'y a aucun problème. Alors, aucun problème, oui, à partir du moment où vous déclarez la plus-value aux États-Unis. N'oubliez pas que vous êtes résident fiscal américain. Comme j'évoquais tout à l'heure dans le slide, je suis résident fiscal américain, je dois déclarer ma plus-value immobilière selon les règles fiscales américaines. Donc, même si j'ai eu des abattements en France, ils sont pas reconnus aux États-Unis, plus l'effet des taux de change. Donc, je peux avoir une plus-value qui finalement peut être plus importante du côté américain que par rapport du côté français et devoir payer un complément d'impôt aux États-Unis. Quand bien même aux États-Unis, ma tranche d'imposition serait de 23% maximum et qu'en France, j'aurais payé beaucoup plus, la base taxable peut être supérieure aux États-Unis. Et en plus de cela, faites attention, si vous habitez dans un État où il y a un impôt d'État, vous serez fiscalisé sous cette plus-value immobilière française dès le premier dollar dans cet État. Donc, attention à cette problématique-là. Y a-t-il une différence au niveau optimisation fiscale entre un PEA, entre investir dans des actions individuelles européennes et des ETF internationaux? La réponse, alors, oui et non, tout dépend. Faites attention parce que les ETF internationaux seront considérés comme des PIFIC, des Passive Foreign Investment Company. Donc, il vaut mieux investir dans des actions pures, si vous avez un PEA, plutôt dans des PIFIC. Parce que là, vous aurez le pire des deux mondes. Déjà, vous serez fiscalisé alors que c'est un plan qui est défiscalisé en France, vous serez fiscalisé aux États-Unis. Et en plus de cela, si vous investissez dans des fonds, donc des ETF internationaux, vous aurez une taxation qui sera une taxation très punitive aux États-Unis, qui sera une taxation au taux marginal d'imposition qui existe aux États-Unis, en l'occurrence 40,8%. Donc attention, évitez d'investir dans des ETF internationaux. Encore une fois, il vaut mieux investir dans des plans, dans des plans, aux États-Unis, encore une fois, dans ce cadre-là. Une question pour toi, Alexandre. Si je ne suis pas sûr de comprendre la cash value life insurance, si on utilise la totalité d'une cash value life insurance pour acheter de l'immobilier, cela veut-il dire que la cash value life insurance est fermée? Alors, très bon point. Si on était amené à tirer le cash en direct, il s'agirait de continuer à contribuer tant que la prime de base est payée chaque année, le contrat peut continuer. Ce qui est généralement recommandé, qui est bien plus efficace que cela, c'est de ne pas toucher à la cash value life insurance, de laisser le hamster dans sa roue, en termes financiers, ce qu'on appelle le time value of money ou le cost of opportunity, de pouvoir continuer à ce que l'argent continue à grandir non affecté à vie, dans votre sommeil, en phase d'accumulation, en phase de retraite, ça continue à grandir à vie, pendant que vous allez utiliser soit un prêt ou une ligne de crédit. En France, on appelle ça les prêts Lombard. L'avantage, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a aucune obligation de repayer le prêt. Et on a beaucoup plus d'intérêts. Enfin, les intérêts liés à cela sont très attractifs à vie, quel que soit l'univers économique dans lequel nous sommes. On peut être à la fois en fixe et en variable. Et si on est en variable, on se protège avec le fixe. Puisque si le variable passe au-dessus du fixe, on peut se faire refinancer gratuitement en fixe. Et si le variable passe en dessous du fixe, on se met en variable. Et donc, on peut avoir accès à des taux d'emprunt extrêmement attractifs sur lesquels, imaginons qu'on ait 500 000 $ dans l'épargne au sein du contrat, on va pouvoir accéder à 500 000 $ qui nous ont mis à disposition. Pendant que ces 500 000 $ continuent à grandir, ces 500 000 $ peuvent être l'apport sur un bien immobilier. Donc, dans mon exemple, à 20% d'apport, ça fait qu'on achète un bien qui fait 2,5 millions, on emprunte 2 millions, les 500 000 $ vont servir pour l'apport, et donc les 2,5 millions de la valeur du bien immobilier a été complètement financé, à la fois sur l'apport et sur le prêt immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire également sur les biens en France. Dans le cas de la question que j'ai eue précédemment, on peut faire un prêt immobilier en France pour, disons, 70-75% de la valeur du bien, et les 25 à 30% d'apport qui vont nous être demandés, on peut utiliser notre ligne de crédit américaine, donc on utilise notre cash value life insurance, on tire la ligne de crédit, le cash est disponible en quelques jours, il va sur notre compte courant américain. Pour transférer de l'argent à l'international, on utilise généralement des intermédiaires de change pour réduire l'impact de frais international qui arrivent sur le compte courant français, et chez le notaire, boum, on fait l'apport. Et donc, avec une stratégie internationale, on va pouvoir créer un haut degré de vélocité, peu importe, et là je parle d'immobilier, mais ça peut être n'importe quel investissement. On a un ami qui lance un projet sur lequel on va le suivre, on va pouvoir devenir actionnaire, etc. Quelle que soit l'opportunité d'investissement, on va pouvoir les saisir de ce côté-là. Je vais peut-être faire un petit aparté, Olivier, justement, parce qu'on parlait des solutions françaises, on a parlé beaucoup de PEA et d'assurance vie, etc. Pour nous, sur les centaines de milliers d'options patrimoniales qui existent, les 4 qui sont généralement les plus intéressantes du côté français, en tout cas qui fonctionnent d'un point de vue financier, fiscal et légal, c'est notamment de détenir des actions en direct, comme l'a dit, pour éviter la problématique PEFIC, mais également les solutions immobilières, notamment le LMNP, le louer meublé non professionnel, qui nous permet de faire de l'amortissement fiscal des deux côtés de l'Atlantique, d'investir en nue propriété.
L'idée derrière d'investir en une propriété, c'est-à-dire qu'on ne détient pas l'usufruit, quelqu'un d'autre a l'usufruit et génère des revenus. Donc, comme on n'a pas de revenus, on n'a pas d'implication fiscale, on n'a pas de revenus qui tombent. Et pour chaque année qu'on est confortable d'attendre, on récupère une discount initiale. Et cela va pouvoir, quand on va la récupérer, se faire avec des avantages fiscaux des deux côtés de l'Atlantique. Et enfin, potentiellement la SCPI. Alors, déjà, attention avec le risque, que l'on achète, etc. Mais on ne voit pas de désavantage d'un point de vue financier, fiscal et légal à détenir de l'immobilier de cette manière-là, qui est de la paire papier. Et on peut détenir la SCPI en direct ou en nue propriété. Au-delà de cela, n'hésitez pas à nous poser la question, mais on veut éviter les problématiques de PFIC, etc. Et on est un petit peu les chats noirs en tant que Français de l'étranger, notamment américains à cause de FATCA. On va être très limité sur nos solutions. On a identifié notamment ces 4 solutions-là qui sont encore viables pour garder un équilibre ou une certaine balance entre l'euro et le dollar d'un point de vue de la stratégie patrimoniale internationale. Mais n'hésitez pas à faire revoir votre situation d'un point de vue stratégique et de ce que vous mettez en place à l'heure actuelle et on pourra vous guider dans une perspective internationale. Merci Alexandre. On a beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout. On va en prendre encore quelques-unes, mais n'hésitez pas encore une fois à contacter. Vous avez nos barcodes dans l'écran à côté. Donc, l'impôt sur la fortune, est-ce qu'il s'applique sur l'immobilier aux États-Unis si vous êtes résident fiscal américain? Non, uniquement sur l'immobilier français situé sur le territoire français si vous êtes non résident fiscal français. Pouvez-vous me confirmer que la convention fiscale entre la France et les États-Unis n'étant pas reconnue en Californie, nous serons donc imposables dans les deux pays? Absolument. Si vous touchez des plans de retraite, notamment, ces retraites ne seront pas taxables au niveau fédéral, mais seront taxables dans l'État de Californie, en plus au niveau français. USA France Financial travaille-t-elle avec des avocats spécialisés en estate planning pour franco-américains? Si oui, pouvez-vous communiquer cette liste? Alors oui, on travaille avec et on ouvre en fait cette liste bien évidemment à nos clients. On accompagne nos clients dans ce cadre-là. Donc bien évidemment, on travaille et on ouvre en fait parce que ce n'est pas uniquement travailler avec des avocats, il faut suivre avec une stratégie. Donc en fait, il faut aussi coacher les avocats dans ce cadre-là. Donc on le fait avec nos clients, bien évidemment. Donc, si vous devenez client, on sera bien évidemment ravis de pouvoir vous faire travailler sur ces sujets d'estate planning dans ce cadre-là. Pas de plus-value sur la vente d'un appartement acheté il y a plus de 30 ans en France, mais en tant que résident US, faut-il déclarer la vente? Malheureusement, oui. Fiscalité, c'est une exonération française, pas américaine. Donc, aux États-Unis, vous serez fiscalisé malheureusement sur cette plus-value-là. Les Français à l'étranger n'ont pas droit au statut de résidence principale en France. Si on a une résidence de repli et qu'on la vend pour acheter plus grand pour sa retraite, comment éviter les impôts américains sur la plus-value? Ah, c'est une très bonne question, ça, Noël, parce qu'il y a une des choses qu'on a souvent tendance à méconnaître aux États-Unis, c'est que, pas aux États-Unis en tant que Français, c'est que il est vrai qu'on va se retrouver dans une situation assez paradoxale où en France, peut-être, et dans le cas du monsieur avant également, je revends mon bien immobilier en France, je suis exonéré d'imposition, mais en tant que résident américain, je suis pas exonéré d'imposition. Là, ce qu'on pourrait imaginer, si surtout dans votre cas, vous, Noël, vous voulez racheter derrière un bien qui soit au moins d'une valeur égale, on peut faire ce qu'on appelle les 1031 aux États-Unis sur des biens immobiliers situés à l'étranger. Dès lors que ces biens sont réinvestis dans des biens immobiliers également situés à l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de France à États-Unis, il faut que ce soit de France à France. Et dans ce cadre-là, il y a aux États-Unis des cabinets qui sont spécialisés pour effectuer cela. Dans ce cadre-là, vous pourriez imaginer du côté français apurer votre plus-value en France, que vous serez exonéré, mais du côté américain, de faire ce qu'on appelle un 1031, donc différer votre imposition du côté américain. Et si surtout, encore une fois, j'insiste, c'est une maison où vous dites, moi, je la garderai toute ma vie et à mon décès, en fait, elle sera transmise à mes enfants, là, vous aurez tout avantage fiscal, puisqu'au décès, dans le cas d'une succession, on appure la plus-value. Donc, finalement, on aura optimisé de ce côté-là. Donc, ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a aussi ce fameux 1031, on peut l'effectuer si votre bien est situé à l'étranger. Et merci de la question. Plus-value, on en a parlé. Alors, c'est une question pour toi, Alexandre. À partir de quel montant d'épargne suggérez-vous de faire un appel à un conseiller financier pour évaluer ses opportunités de placement et d'investissement? Alors, la réponse simple, c'est il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum parce que chaque personne, quelle que soit sa valeur patrimoniale, que ce soit 50 000 $ ou 100 millions de dollars de patrimoine, on aura des problématiques. Et la réalité, c'est qu'à USA France, nous avons les réponses. Nous avons les réponses, quel que soit votre niveau de patrimoine. Si vous êtes là où vous en êtes, peu importe où vous en êtes à l'heure actuelle, si vous vous posez des questions, si vous voulez savoir quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour vous et votre futur, n'hésitez pas à nous contacter et on nous trouvera la situation. Si votre situation est extrêmement facile et que les situations, ça nous prend quelques minutes pour vous aider à vous aiguiller dès le départ, on le fera avec plaisir. Donc, quelle que soit la complexité de votre cas, on a quand même à USA France diplômé notaire, expert comptable, CPA, directeur de management avancé d'investissement. On est également très bien
on va dire, centralisé au sein d'un réseau de partenaires. Donc, généralement, si vous avez des questions, on aura les réponses à vos questions et de vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça ferait plaisir. Et justement, ce sera peut-être la dernière question, après encore plein de questions, mais ce sera encore une question pour toi, Alexandre. J'ai une somme à investir qui est dans une banque française. Y a-t-il un équivalent d'un High Yield Savings Account en France? Ou conseillez-vous tout simplement de ramener ces fonds aux États-Unis et d'investir depuis là-bas, double citoyen français-américain? Oui, on en a parlé. Il y a 4 solutions du côté français qui sont viables d'un point de vue rendement. Si on est sur du cash équivalent, vous n'aurez pas vraiment de rendement extrêmement sexy du côté français. On est sur du 3% en ce moment. Même s'il y a de l'exonération du côté français, c'est pas forcément une exonération du côté américain. On vient de l'avoir avec Olivier, qui vient de le réitérer plusieurs fois. Donc, en effet, par exemple, en ce moment, sur les money market funds, qui est vraiment du treasuries derrière, on a du 4,35. Sans risque. Donc, on aura des solutions qui vont générer un peu plus de rendement du côté américain. Donc, vous avez l'occasion de passer, si vous le pouvez, par des intermédiaires de change pour pouvoir réduire l'impact des frais, parce que les banques vont se sucrer massivement sur ce transfert international. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également pour qu'on vous mette en contact avec des intermédiaires de change dans ce cadre-là. Je pense que, Olivier, tu veux prendre peut-être une dernière question? Il est quand même 13h22. Ouais, bah, tu as raison. Ouais. Dernière question. Alors, on va répondre à la question de André. André, qui est résident aux États-Unis depuis 1955, qui est maintenant retraité. André a une pension d'université où il travaillait et aussi la sécurité sociale. Si André décide de retourner en France, est-ce qu'il pourra toujours recevoir ces deux bénéfices? Bien évidemment, oui, André, vous avez cotisé toute votre vie. C'est de l'argent que vous avez acquis. Donc, le fait que vous habitiez en France, ça ne va pas remettre en cause vos droits pour toucher ces deux sommes, en fait. Donc, je pense qu'on est bon, Alexandre. Après, d'autres questions, j'ai vu dans le chat de modération, mais il y en a beaucoup. Donc, je pense que le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on évalue chacune des situations, Alexandre. Absolument. N'hésitez pas. Vous avez nos QR codes ici. N'hésitez pas à nous contacter ou nos adresses email. Prenez contact. Ce sera avec plaisir de vous accompagner. On est là pour ça. En tout cas, j'espère avoir pu répondre à vos attentes aujourd'hui, de pouvoir vous éclairer sur les implications financières, fiscales, internationales aujourd'hui. N'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez continuer la discussion et on sera à retour très prochainement à travers l'UFE pour pouvoir faire d'autres conférences et vous aider et vous aiguiller sur ces problématiques franco-américaines. À très vite. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à l'UFE. Merci à tous.